Messieurs, merci de votre présence à cette conférence de presse. Au terme d'un été qui a été marqué par des annonces et par des accords politiques majeurs, aussi bien à Paris qu'à Bruxelles, mais aussi par de profondes inquiétudes pour l'avenir du continent. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que la présidente de la Commission européenne a imposé dans l'opacité la plus totale des choix lourds de conséquences qui relèvent, il faut bien le dire, de trahison démocratique. L'accord qui a été signé cet été entre l'Union européenne et les États-Unis n'est pas une simple négociation commerciale, et je l'ai rappelé ce matin dans l'hémicycle, c'est un revers politique et une capitulation. Plutôt que de défendre les intérêts stratégiques de l'Europe, l'Union européenne a choisi de renoncer à l'égard des grandes puissances, et notamment à l'égard de Washington, et ce, au prix de notre souveraineté et de notre autonomie stratégique. Cet accord que nous avons durement critiqué creusera notre dépendance industrielle et énergétique vis-à-vis de la première puissance économique mondiale. Il encouragera les délocalisations et les investissements outre-Atlantique au lieu de favoriser nos économies et nos nations. Il révèle aussi l'impuissance de la Commission européenne, incapable d'imposer une relation équilibrée avec nos partenaires et notamment avec nos partenaires américains. Si certains dirigeants français et européens ont cru bon de devoir vanter les mérites de cet accord, c'est probablement pour mieux cacher leurs renoncements successifs et leurs responsabilités dans le déclassement de l'Europe. Nos concitoyens attendaient l'expression d'une volonté de puissance et d'indépendance. Ils se retrouvent confrontés à un accord qui les condamne à la subordination et leur jugement est à ce titre sans appel. D'après un sondage publié en France hier matin par l'Institut Cluster 17, 75% des Européens considèrent qu'Ursula von der Leyen a mal défendu les intérêts de l'Europe. 65% des Français qualifient à juste titre l'accord d'humiliation et 60% d'entre eux se montrent même favorables à la démission de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et je note ici un nouveau point commun avec Emmanuel Macron. Les conséquences seront immédiates pour nos entreprises comme pour leurs salariés. Bruxelles perpétue son bavardage normatif incessant, fixe des objectifs environnementaux irréalistes et impose un prix de l'énergie aligné sur celui des centrales à gaz allemandes. Avec cet accord, nos exportations se voient désormais frappées de droits de douane de 15%, alors que les produits américains entrent chez nous à taux zéro. Ajoutons à cela une dévaluation du dollar de 11% orchestrée par l'administration Trump. Pour nos TPE, PME et nos ETI exportatrices, c'est l'équivalent d'un mur tarifaire de 26%. Parallèlement, l'accord prévoit des promesses d'investissement de 750 milliards de dollars pour l'achat notamment de gaz schiste texan et autres produits énergétiques, d'équipements militaires américains et plus de 600 milliards de dollars d'investissements industriels. La réaction de certains des champions européens ne s'est pas faite attendre. Sanofi, Stellantis, LVMH, Air Liquide et d'autres annoncent d'ores et déjà l'implantation de nouvelles usines aux États-Unis. Le résultat est donc couru d'avance, transfert d'emplois, de compétences, d'investissements, conséquences directes de la négociation catastrophique d'Ursula von der Leyen. De son côté, la France est doublement humiliée. Ses intérêts n'ont jamais été défendus à Bruxelles, pas même une exemption sur les vins et spiritueux n'a été obtenue par la Commission. Rappelons que la France affiche un déficit commercial de 4 milliards de dollars chaque année avec les États-Unis. Si elle avait parlé d'une seule voix, la sienne, défendant ses intérêts, elle n'aurait pas été aussi lourdement sanctionnée. Mais avec cet accord, elle paye pour les intérêts de l'industrie allemande ou pour l'Irlande, laquelle n'est plus qu'une colonie numérique de Washington en Europe. La seule industrie gagnante de cet accord est la filière automobile allemande, et je l'ai rappelé ce matin, qui voit ses droits de douane passer de 27% à 15%. Dès lors, quelle crédibilité reste-t-il à l'Europe pour affronter les négociations commerciales à venir avec la Chine ou tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine? Aucune. L'Europe est désarmée, l'Europe est décrédibilisée. Hélas, Ursula von der Leyen n'est pas en reste. La présidente de la Commission européenne annonçait fièrement la semaine dernière le projet d'accord commercial avec le Mercosur après plus de 20 ans de négociations. Cet accord, nous l'avons dit, est un contresens, un archaïsme et une triple trahison de nos agriculteurs, de nos consommateurs et par-dessus tout de l'environnement. Un contresens puisqu'il remet en cause notre autonomie alimentaire au moment où toutes les autres puissances cherchent à garantir notre souveraineté face au désordre du monde, leur souveraineté en l'occurrence. C'est une concurrence mortifère infligée à nos éleveurs, à nos céréaliers, à nos viticulteurs et bien sûr à nos territoires ruraux. Un archaïsme puisqu'il vient à rebours de la raison
écologique. Cet accord multiplie les importations de produits venus du bout du monde, issus de pratiques qui ne respectent ni nos normes sanitaires ni nos exigences environnementales. Les consommateurs en paieront bien sûr le prix. Comment demander toujours plus d'efforts à nos agriculteurs, leur imposer des règles toujours plus strictes et dans le même temps ouvrir grand nos frontières à une production qui foule aux pieds nos modèles agricoles. Il ne faut pas se leurrer. Ce ne sont pas les prétendues clauses de sauvegarde qui protégeront nos agriculteurs de quoi que ce soit. Elles ne sont pas contraignantes légalement, seront activées par décision de la Commission avec des fourchettes si larges qu'elles s'avéreront bien sûr inopérantes. Au passage, la Commission européenne, si prompte à programmer la disparition de nos industries sous le vernis du Green Deal, ne s'émeut guère du bilan carbone catastrophique de cet accord qui, ça a été dit, générera l'équivalent des émissions annuelles d'un pays comme l'Espagne. Alors que la deuxième économie européenne s'oppose à cet accord, une question centrale demeure. La France et d'autres ont-ils encore un mot à dire en Europe? Pour nous, patriotes, souverainistes, la réponse est oui. Concernant mon pays, la France doit refuser au Conseil l'application de cet accord désastreux et menacer de suspendre sa contribution au budget de l'Union si la Commission persiste, et j'invite les autres États à faire de même. Puisque le nouveau Premier ministre français joue d'une proximité avec le Président de la République, nous formulons la demande que parmi ces premières mesures figure le refus de la France de s'engager dans cet accord. Et pourtant, si l'on en croit les propos du Premier ministre polonais, M. Tusk, Emmanuel Macron aurait déjà capitulé et refuserait de constituer une minorité de blocage au Conseil, se contentant des clauses de sauvegarde cosmétiques envisagées par la présidente de la Commission. Une reddition pure et simple, le dernier renoncement d'un président épuisé, isolé et discrédité. Dans ce contexte, nous vous annonçons que le groupe des Patriotes déposera une motion de censure à l'encontre de la présidente de la Commission européenne et pour laquelle nous avons déjà obtenu les signatures nécessaires. Cet accord multiplie les... Pardonnez-moi, cette motion sera d'abord et avant tout un vote de confiance pour ou contre l'Europe d'Ursula von der Leyen, pour ou contre l'Europe d'Emmanuel Macron. Une autre voie existe, celle que nous portons ici même au Parlement européen. Nous redisons que la fatalité n'existe pas. La souveraineté, la défense de nos intérêts, de nos identités, le soutien à nos entreprises et à nos agriculteurs ainsi qu'une énergie à bas coût sont des horizons politiques atteignables pour chacune de nos nations et c'est précisément ce que nous allons, avec notre groupe, continuer de défendre. Merci à vous. I would add a few words. Thank you for being present at today's press conference. And I just want to thanks for my colleagues from the Bureau of the Patriots. They are here with us today because it's, I think, a very important announcement that we are launching this motion of censure. What we already heard from our president, the list can go on further because this commission is not only pushing bad decisions, it is also surrounded by scandals. Matters such as Pfizergate or concerns over EU funds channeled to NGOs remain unanswered. Yet these cannot be debated here in Parliament, and our request for an inquiry committee was voted down just last week at the COP by the EPP and left-wing groups, despite collecting the necessary signatures. This decision exposes the deep-rooted hypocrisy within the EU. Rule of law and transparency are being weaponized against democratically elected governments or even against political groups here in the Parliament. But when serious breaches and corruption concern the EU institutions, everything is swept under the carpet. The Commission and its President have failed to cope with the most pressing challenges that Europe is facing. They have failed on peace, on trade, on competitiveness, on migration. Instead of providing solutions, this Commission has become the problem itself. The President should have taken responsibility and announced her resignation today. I think the State of the Union speech would have been the best occasion to do this. This did not happen. That is why the Patriots are tabling this motion of censure against the Commission. We need a leadership that finally represents the real interests of the European people. It is time for this Commission to go. Thank you. And now the floor is open for questions. When you ask your question, please state your name and the media you represent.
The first question here in the first row, please. Bonjour Monsieur Bardella, Edgar Becquet pour BFM TV. Au-delà des questions européennes que vous avez évoquées, il y a évidemment la situation politique en France. Hier soir, Sébastien Lecornu a été nommé Premier ministre. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre réaction à cette nomination? Est-ce que vous le pensez capable de faire des compromis avec vous, avec le Rassemblement national? Et puis juste ce matin, Manuel Bompard était sur BFM TV. Il a annoncé que son groupe, le groupe de la France Insoumise, allait déposer une motion de censure contre Sébastien Lecornu. Est-ce que vous allez faire de même ou alors vous allez laisser une chance à Sébastien Lecornu? Merci beaucoup. Merci pour votre question. Monsieur Lecornu Premier ministre depuis quelques heures et je crois qu'il est à la tête d'un bail très précaire. Le président de la République, par cette nomination, a fait, je crois, le choix, en nommant l'un de ses plus proches amis et l'un de ses plus fidèles ministres, l'un de ses plus fidèles militants, fait le choix une fois de plus de marcher sur la volonté des Français et l'expression populaire à l'occasion des dernières élections européennes et législatives. Je crois que ce choix renforce un chemin très instable et très incertain, dans la mesure où le nouveau Premier ministre n'a pas de majorité et qu'il va donc devoir faire des compromis. Sa tâche est très certainement, de son point de vue, de tenter de réussir là où M. Barnier et M. Bayrou ont échoué. Moi, je viens dire une chose extrêmement simple. Nous sommes à la tête du premier groupe à l'Assemblée nationale. Soit il y a rupture, soit il y aura censure. Nous avons toujours été fidèles à nos principes, celui de ne pas censurer a priori, et d'écouter le discours de politique générale et d'écouter les orientations, sans illusion, qui sont celles du Premier ministre nommé par le Président de la République. Je n'ai aucune illusion. Mais parce que nous sommes l'expression aujourd'hui d'une contestation très importante dans le pays à l'égard de la politique du Président de la République, nous sommes à disposition du Premier ministre pour lui faire connaître, encore une fois, nos lignes rouges dans le cadre du budget, à savoir la non-augmentation de la fiscalité sur la France du travail comme sur nos entreprises, à savoir des actes forts pour réduire la mauvaise dépense publique, à savoir la lutte contre les gaspillages et notamment la remise en cause de la politique d'immigration dans notre pays. Je pense à ces trois grands sujets parce que nous les avons portés lors des dernières élections. Et si le nouveau Premier ministre poursuit la politique d'Emmanuel Macron, alors il tombera de la même manière que sont tombés M. Barnier et M. Bayrou parce qu'ils ont refusé de mettre en place une politique de rupture avec la politique qui est menée depuis 7 ans. Je vous dis sans illusion parce que M. Lecornu, encore une fois, ça n'a rien de personnel et nous l'avons dit depuis le départ. Peu importe le figurant, ce qui compte, c'est la politique qui va être menée. Le nouveau Premier ministre, par ses responsabilités passées, a applaudi à l'ensemble de la politique d'Emmanuel Macron depuis 8 ans. Donc, nous sommes sans illusion sur ce bail précaire. Et si ce gouvernement entend là encore poursuivre la politique d'Emmanuel Macron, eh bien, il tombera et il s'exposera à la censure du Rassemblement national, comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Mais, je veux dire, on ne changera pas nos principes. Notre ambition, c'est de retourner aux urnes. Voilà. Et je pense qu'il n'y aura aucune autre possibilité dans les prochaines semaines, je dis même plus dans les prochains mois, mais je dis dans les prochaines semaines, parce qu'encore une fois, j'ai peu d'espoir sur le fait qu'un macroniste s'oppose à la politique d'Emmanuel Macron qu'il a soutenue depuis 8 ans. C'est évidemment un retour aux urnes. Et si on veut de la stabilité dans le pays, c'est évidemment la seule solution, c'est-à-dire soit la dissolution de l'Assemblée nationale, soit évidemment la démission du Président de la République, parce qu'encore une fois, les mêmes politiques, les mêmes causes entraîneront les mêmes conséquences, en tout cas de notre part. Next question here, the lady. Bonjour, Capucine Diaz pour LCI. Pour rester sur la même thématique, donc Sébastien... C'est pas le cas. Sébastien Lecornu est donc chargé de rencontrer les forces politiques. Est-ce que le RN se rendra à la table des discussions? À chaque fois que la République nous convoque, nous répondons à son appel. Ça a été vrai pendant de très nombreuses années. Ça a été vrai avec M. Barnier, ça a été vrai avec M. Bayrou. Et donc,
Si évidemment nous sommes conviés demain à Matignon à rencontrer le Premier ministre, nous irons évidemment, là encore sans illusion, mais pour lui faire connaître nos lignes rouges et lui exposer évidemment notre position, nos principes et nos valeurs qui n'ont pas varié. Je ne vois pas dans le contexte actuel comment une situation saine, solide, stable et durable pourrait être rétablie. Et je crains que Emmanuel Macron ait encore une fois fait le choix de l'instabilité en nommant précisément un Premier ministre issu d'une mouvance politique que les Français ne veulent plus voir à l'œuvre. Peut-être une dernière question sur un tout autre sujet, toujours sur la politique nationale. Aujourd'hui, M. Bardella, a lieu un mouvement social dans le pays, le mouvement Bloquons tout. Que pensez-vous de ce mouvement? Est-ce que vous soutenez les manifestants? Est-ce que vous soutenez ce mouvement? On le rappelle, il y a eu déjà plusieurs centaines d'interpellations dans le pays aujourd'hui. Je pense que ce mouvement a été récupéré par l'extrême gauche et que partout où l'extrême gauche passe, l'ordre public trépasse. Il y a très certainement des Français qui, de bonne foi, ont souhaité, à l'occasion de cet appel à manifester, venir exprimer une colère. Sans doute les appels de M. Mélenchon et de l'extrême gauche qui se sont illustrés par des incidents extrêmement graves depuis ce matin dans les rues du pays, dissuader beaucoup de gens de se rendre à ces manifestations. Moi, j'aimerais rappeler que le sujet n'est peut-être pas tant le blocage du pays que le déblocage de la situation. Et le meilleur moyen d'exprimer sa colère, c'est de voter. Peut-être sur les enjeux européens. Yeah. Here, Euronews, maybe. Good afternoon. Thank you very much, Vincenzo Genovese. Yes, indeed, on the European matters. Can you please clarify what do you mean by the motion of censure has already been presented, formally submitted, or will be submitted tomorrow or in the next days? Because we know that there is another motion of censure coming from another group here in the European Parliament. And then if you can tell us if the signatures are coming only from your group, Patriots for Europe, or only also from other groups. Thank you very much. This is a Patriot initiative, and we would like to keep it as a Patriot initiative. We have 85 signatures collected, so it's far more than required, and of course will be introduced immediately in due time. Thank you. Hi, Max Guerra for Politico. Thank you. Also on the motion of censure and then on the sauté, I'll start with the sauté for Ms. Gall. On her speech, you were very critical of it, but I wanted to ask you, do you think that speech put von der Leyen further away from this right-wing bloc, including EPP, than she was before? Have you seen this division, let's say? And perhaps on the motion of no confidence, whether you plan to do it on a regular basis, because every 2 months you can submit one only with 72 signatures. So do you plan to sort of keep this scrutiny, this constant scrutiny? Thank you. We expected questions on we expected answers, on very serious questions today. Because what we see, and our European citizens see everywhere, we have questions on why Europe is weaker than ever, why competitiveness is declining, energy prices rocketing, why our farmers and businesses are left behind, why the accession of Ukraine is being pushed when the consequences would be disastrous for Europe, why pushing Europe into joint loans again, and why there are no reassuring answers about violence on Europe's streets due to mass migration. And these are just few of the questions we wanted answered. And what we heard today, those were not answers on these questions. This was pushing further the failed decisions, what already have been made regarding Green Deal, Migration Pact, and everything was in a war logic, ordering more weapons and sanctions. So I don't think that the Commission has learned anything from its mistakes. That is why it was very timely that this motion of censure should be initiated now, right after this State of the Union speech.
Thank you. Next question, gentleman in the grey. Bonjour, Florentin Collomb du Figaro. Monsieur Bardella, Bonjour. Vu qu'il y a une deuxième motion de censure qui devrait être déposée dans cet hémicycle aujourd'hui ou demain, est-ce que vous pourriez joindre vos voix à cette motion de censure afin de maximiser vos chances de résultat comme vous avez pu le faire en France cette semaine? Alors la décision n'a pas encore été prise et on regardera évidemment de près cette deuxième motion qui est déposée par la gauche. Je déteste le sectarisme. Par conséquent, quand je m'oppose à un texte, et en l'occurrence ici au Mercosur, je n'ai aucune difficulté à voter un texte qui n'émane pas de ma famille politique. Nous l'avons fait à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale. Vous savez d'ailleurs qu'on est à l'Assemblée le groupe politique qui vote le plus de textes qui ne vient pas de sa propre initiative. Et nous avons mis en place cette ouverture d'esprit parfaitement républicain. Je l'applique également à notre délégation ici. Et donc, à partir du moment où un texte rejette un accord que nous considérons comme dangereux pour nos agriculteurs, évidemment que nous le votons sans aucune difficulté. Mais moi, je m'étonne un petit peu de voir la gauche défendre nos agriculteurs parce que c'est extrêmement contradictoire que de s'opposer aux accords de libre-échange et que de soutenir en même temps le Green Deal et l'écologie punitive qui crée depuis sa mise en œuvre une montagne de normes et de contraintes environnementales pour les agriculteurs qui fait que beaucoup de nos agriculteurs n'arrivent plus aujourd'hui à travailler. On leur avait promis de ne pas interdire de produits phyto, notamment sans alternative, du moins d'alternative compétitive. Ça n'a pas été le cas et donc c'est la grande contradiction de la gauche qui veut certes protéger nos frontières de l'importation de produits qui viennent de très loin, mais qui, dans le même temps, étouffe nos agriculteurs par une politique d'inflation normative et d'écologie punitive qui est, je crois, très dangereux et que nous combattons ici au Parlement européen. We have 5 more minutes, so if... Profitez-en, on a le temps, c'est très rare. Okay. Then the gentleman there. Karl de Meyer pour Les Échos. Imaginons que cette motion réussisse et que la commission von der Leyen tombe. Qui verriez-vous à la tête de la commission? Avec quelle plateforme? Donc, quelle alliance dans ce Parlement? Et quels seraient les points saillants? Quelles seraient les priorités de cette plateforme? En gros, quel est le projet alternatif que vous avez en tête? Je veux bien vous refaire notre programme et notre projet qu'on a défendu pendant les élections. Il va me falloir un peu plus que quelques minutes. Je vais rebondir sur une question qui a été posée tout à l'heure. Moi, ce qui m'a frappé ce matin, c'est que Ursula von der Leyen a été peut-être plus applaudie par la gauche que par ses propres troupes. Et je pense à cette phrase de feu Patrick Buisson, qui est un écrivain français, qui disait « Il existe dans nos sociétés 2 formations de gauche, dont une s'appelle la droite ». Le choix qui a été fait par Madame von der Leyen depuis son arrivée à la tête de la Commission européenne, 2019, c'est d'orienter ses politiques vers les écologistes et vers la gauche. Par conséquent, la logique, notamment économique qu'elle a mise en œuvre, est une logique de décroissance. Le Green Deal a été l'un des plus grands projets de planification décroissantiste qui a été mis en œuvre en Europe depuis la création de l'Union européenne, qui a visé notamment le secteur de l'automobile, le secteur de l'industrie, le secteur de l'agriculture, l'énergie, par des remises en cause récurrentes et régulières de l'énergie nucléaire. Par conséquent, le projet politique que nous prenons est l'exact inverse de ce qui a été mis en œuvre. Nous sommes en faveur de la défense de nos industries, du patriotisme économique, de la préférence européenne pour faire en sorte que ceux qui produisent en Europe, et je vais vous dire en France, puissent être prioritaires dans les marchés publics, qu'on soit capable de se protéger sur le plan économique par des droits de douane lorsque nous subissons une concurrence internationale déloyale, et surtout que l'on arrête cette inflation normative. On a beaucoup commenté la CSRD ou le devoir de vigilance, mais tous ces textes qui sont soit produits ici par le Parlement européen, soit bien souvent transposés dans les droits nationaux, créent évidemment des impôts de papier aujourd'hui pour nos entreprises qui nous coûtent beaucoup de points de PIB en France, mais aussi partout en Europe. Et quant à qui pourrait les mettre en œuvre, eh bien, nous sommes disposés évidemment à mettre en œuvre cette politique avec ceux qui le souhaitent. Good morning, Preto Guastamacchi from ANSA.
Considering that it appears that the majority text on Gaza has failed to find an agreement, are you negotiating with the EPP a possible text on Gaza voted with right-wing group support? Écoutez, nous attendons que le PPE clarifie sa position. La première version de ce texte nous apparaissait être une version équilibrée. C'était une version qui soulignait le désastre humanitaire aujourd'hui, c'est purement factuel, qui est en place dans la bande de Gaza depuis plusieurs semaines, qui demandait la libération des otages et qui soutenait le principe d'une solution à 2 États sur le long terme, qui est une position qu'a toujours tenue la France. Il se trouve que là encore, ce texte a été dénaturé sous la pression de Renew et notamment sous la pression de la gauche, pour y ajouter des considérations politiques, un parti pris dans ce conflit qui ne nous convient pas, et donc nous attendons que le PPE clarifie sa position. En l'état actuel des choses et en l'état actuel de l'évolution du texte, la délégation française, là je parle bien pour la délégation française du groupe, envisage une abstention sur ce texte. Okay, there is one last question there. Claudio Zampieri for StartupCafe.ro for Mr. President Bardella. In the light of the latest intrusion of the Russian drones in Poland, what is your opinion on that not very old idea of France getting out of the integrated command of NATO? Thank you. D'abord, ce qui s'est passé il y a quelques heures en Pologne est extrêmement grave. Et cet incident doit être pris au sérieux par les différents pays de l'Union européenne, parce que, évidemment, que lorsqu'on touche à un pays de l'Union européenne, on touche à l'ensemble des nations européennes. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, donc ça ne vous étonnera pas. Je considère que la Russie est une menace multidimensionnelle aujourd'hui pour l'Europe, pas au point de faire la guerre à la Russie et de s'opposer comme Français à un pays qui détient l'arme nucléaire, mais cela demande évidemment que la France notamment, je parle là au nom de mon pays sur un sujet de défense, puisse maintenir notamment les engagements qui sont les siens, par exemple dans le cadre de missions OTAN sur le flanc est, sur le flanc oriental de l'Europe, et dans la défense de la sécurité aérienne d'un certain nombre de pays baltes. Je ne suis pas favorable à ce que, dans le contexte actuel, la France sorte du commandement intégré de l'OTAN pour une raison très simple, c'est qu'on ne défait pas ce type d'accord et ce type d'alliance dans un contexte de guerre, dans un contexte de conflit. Maintenant, notre ambition est évidemment de redonner à la France les moyens de son indépendance et surtout de sa puissance. Et je vous rappelle que si le général de Gaulle avait quitté le commandement intégré de l'OTAN, c'était précisément pour permettre à la France, qui détient aujourd'hui l'arme nucléaire et un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, de parler d'une voix beaucoup plus libre qu'elle ne l'est aujourd'hui, où on a un peu le sentiment que non seulement elle sort des affaires du monde, mais qu'elle sort aussi de ses propres affaires sur le sol européen. Merci beaucoup.